Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Big Media depuis l'Accor Arena dans cet événement tant attendu par les entrepreneurs. Big, c'est le plus grand rassemblement business d'Europe et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de parler de Femtech. Alors avec moi sur ce plateau, j'ai 4 merveilleuses entrepreneurs et une cinquième qui nous rejoint à la fin, donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors Audrey Bouillet, vous êtes fondatrice et présidente de Wonder Woman. Bonjour Audrey. Bonjour. Ensuite, j'ai Cécile Brosset-Dubois, cofondatrice et CEO de Sonio. Bonjour Cécile. Bonjour. Alexandra Boussommier, vous êtes PhD, mais surtout CEO de InVitro. Bonjour. Et Delphine Moulu, fondatrice du mouvement Femtech France. Bonjour. Voilà, et à la fin, ce sera Rebecca Amsterdam, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, qui me rejoindra pour un one-on-one. Mais avant, une définition. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que la Femtech? Et qui mieux que Delphine Moulu, fondatrice du mouvement Femtech, pour nous répondre et nous donner une définition? Oui, alors la Femtech, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce gros mot, ce mot un petit peu bizarre? En fait, ça fait référence à toutes les innovations en santé des femmes. Donc ce terme Femtech, c'est un terme qui fait vraiment référence à un secteur comme la EdTech pour l'éducation, la FinTech pour la finance. Là, on fait référence à toutes les innovations en santé des femmes. Comment ces innovations peuvent améliorer la santé des femmes, que ce soit pour les règles, la ménopause, le fibrome, les cancers. Il y a plein d'applications différentes et vous allez découvrir 3 entrepreneurs justement qui sont sur ce sujet. La Femtech, c'est à la croisée de 3 segments, donc l'innovation, la santé, mais aussi l'impact. Et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Merci pour cette première définition. Alors aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur dans la Femtech, j'aimerais qu'on parle un petit peu des constats que vous avez faits. Je vais commencer, par vous, Audrey, pourquoi pas. Je vois que vous êtes là sur le qui-vive, vous avez envie de nous partager des choses aujourd'hui. Alors, quels sont les constats que vous faites déjà, notamment le fait de faire partie de cette catégorie de Femtech, mais aussi surtout sur la prise de conscience de l'importance de ces sujets auprès de vos différents interlocuteurs, notamment des business angels, mais aussi de vos clients. Oui, merci. En fait, pour Wonder Woman, notre secteur, c'est le post-opératoire dans le cas de cancer, comme disait Delphine, de maladies gynécologiques ou en tout cas du coup de féminin, ou les césariennes en postpartum. Et c'est vrai que l'impact que je vois, déjà grâce au mouvement Femtech France, mais de manière générale, c'est qu'il y a quand même une certaine méconnaissance de certains parcours de soins, et ça vaut pour les autres entrepreneurs qui sont là. Et je pense que dans la manière dont on entreprend, moi, j'aime bien dire que c'est un entrepreneuriat presque comme les autres. C'est qu'on a aussi 2 challenges. Un, une vulgarisation quand même d'explications sur les thématiques qu'on traite. Moi, très clairement, le post-opératoire, dans un cancer du côlon, par exemple, une laparotomie de 24 cm sur le ventre ou une césarienne, en fait, les clientes elles-mêmes en savent peu. La société en sait assez peu et on a besoin aussi que les femmes soient entourées de leurs professionnels de santé, entourées de leurs proches, de leurs entreprises. Et puis le deuxième constat, il est sur le besoin de data. Pardon, j'avais un petit trou. Le besoin de data, et très souvent quand on entreprend dans la Femtech, dans la tech au service de la santé de la femme, on a un besoin d'aller chercher des data qui parfois n'existent pas. Donc on doit travailler avec des chercheurs pour aller appuyer certains constats qu'on fait, même l'utilité même de nos produits, sur des chiffres qui aujourd'hui n'existent pas, et on doit aussi financer cette recherche de data, et c'est un sacré challenge aussi pour nous. La data, surtout pour essayer de faire comprendre et de vulgariser ce que vous faites et de faire prendre conscience de l'importance que ça peut avoir. C'est ça. Surtout pour ça. C'est ça, c'est totalement relié au premier point. C'est qu'en fait, pour pouvoir expliquer que ça touche un grand nombre de femmes, je donne juste 2 chiffres pour mon sujet, mais je pense que vous ferez pareil. Les césariennes, c'est une femme sur 5 par an en France, c'est plus dans certains pays. C'est quasiment plus de 160 000 femmes. En tout, si on prend toutes les opérations abdominales, c'est plus de 200 000 femmes par an qui sont opérées en France chaque année. Un exemple comparatif, la mastectomie, c'est 20 000. Et c'est très inconnu, en fait. Et quand moi, je donne ces chiffres, les gens sont souvent très étonnés. Et les professionnels de santé eux-mêmes savent que c'est des chiffres très importants. Mais ce n'est pas leur rôle d'aller sensibiliser la société, en fait. Eux, ils sont là pour soigner. Forcément. Donc c'est notre rôle aussi d'aller dire... C'est ça la réalité de la vie des femmes et de la santé des femmes aujourd'hui, et le besoin de créer des innovations pour répondre à ces besoins. Donc déjà d'avoir des arguments commerciaux et essayer de convaincre vos interlocuteurs. Alexandra, vous faites quel constat justement en tant que CEO de InVitro? Là, on est plus sur du post-naissance et post-opératoire, mais plutôt sur avant-naissance même. Quel constat?
Alors, tout d'abord, je vais commencer par dire quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que même si l'effort de parler de la Femtech est vraiment louable, et on reviendra là-dessus, c'est quelque chose qui me dérange toujours un petit peu, dans le sens où pour moi, la FIV, donc on travaille dans la fécondation in vitro, ne devrait pas être systématiquement Associé à la Femtech. Après, tout est bon à prendre, donc vraiment, c'est génial d'être là et d'en parler. Mais je pense, et je pourrais en parler pendant 1 heure, donc je ne vais pas le faire, je pense que finalement, ça peut même rendre des faveurs aux femmes, parce que finalement, on n'a pas envie d'envoyer le message que la fertilité n'est qu'un problème de femmes. Mais au-delà de ça, le constat, pour répondre à votre question, c'est que ça bouge, et c'est génial. Et si je prends l'exemple de la FIV, qui est celui maintenant que je connais le mieux, c'est quand même un sujet qui est de base tabou, parce que c'est pas facile. De base, c'est quelque chose qui est de plus en plus commun, on le sait, hein, pour donner quelques chiffres. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait que c'était 1 couple sur 7 qui souffrait d'infertilité, sachant qu'on ne parle plus que de couple. Mais bon, récemment, c'est plus 1 couple sur 4, c'est un problème énorme, mais et s'il est sûrement encore plus énorme, c'est juste qu'il y a plein de gens qui n'en parlent pas. Donc, pour répondre à la question, le constat, c'est que ce qui est génial, que ce soit Femtech, sujet de santé des femmes et des hommes, j'ai l'impression, vu que les choses bougent, et on crée un débat, et pour moi, c'est vraiment le plus important pour que les gens se rendent compte des problèmes qui existent et se rendent compte que il n'y a pas de mal. Enfin, c'est génial de voir que les gens ont de moins en moins peur de parler de ce sujet qui peut être très personnel. Vous venez de lancer un débat quand même, Alexandra. Je sais, vous venez de lancer un débat sur provoquer. Est-ce que faut-il vraiment être dans cette catégorie ou dans cette phase? On va en reparler. Cécile Brosset, je voulais avoir votre avis. Vous, quel constat vous faites en tant que CEO de votre entreprise? Alors, pour répondre aux 2 questions qui ont été posées, donc nous, le sujet auquel on s'attelle, c'est pendant la grossesse. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux les praticiens qui font des échographies de suivi de grossesse? C'est un métier qui aujourd'hui est pas très bien servi, hein. Il y a de moins en moins de praticiens. Le nombre d'obstétriciens a été divisé par 2 au cours des 10 dernières années. Donc, il y a un défaut finalement de praticiens qui fait qu'ils doivent être aidés par la tech, aidés par des outils pour gagner du temps et pour les sécuriser un petit peu sur la clinique. Le chiffre qu'on veut résoudre, nous, améliorer, c'est qu'il y a 50% des anomalies congénitales qui ne sont pas détectées pendant ces échographies de grossesse. Vous savez, quand on donne la vie à un enfant, on a envie que tout se passe bien, c'est un moment extraordinaire et malheureusement tout se passe pas bien, il y a des insécurités et c'est ça qu'on veut gérer. Ensuite, sur le mouvement Femtech en particulier, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai trouvé qu'il y avait une vague extraordinaire. J'ai fait partie des premiers accélérateurs Femtech de Station F quand Delphine l'animait. J'ai trouvé que ça m'avait quand même donné un peu de visibilité à un moment où, en fait, c'était quand même pas facile de lancer une boîte dans un segment de marché qui n'était pas immensissime, où tout le monde disait « Attends, c'est une niche ». Donc, voilà. Donc moi, j'ai été sensible au marketing qu'on a fait autour de ça. Je reviens, moi, d'une conférence à Boston sur santé de la femme où il y avait une dizaine de fonds dédié à la santé de la femme. Et effectivement, moi, l'investisseur qui m'a soutenu pendant ma série A, c'est un fonds canadien en l'occurrence, mais qui est dédié à la santé de la femme et de l'enfant. Donc, je ne pouvais pas trouver mieux comme interlocuteur. Donc, je pense que c'est important qu'on en parle. Et oui, c'est une ère thérapeutique comme une autre, qui finalement concerne la moitié de l'humanité. Donc, c'est en fait une très grosse ère thérapeutique. Et donc, comment est-ce qu'on peut finalement mettre les moyens en face parce que ça vaut le coup. Et on peut faire des très belles boîtes avec des très beaux business models. Après, la problématique, c'est plutôt une problématique de medtech, à mon sens, qui est comment on trouve des modèles économiques pérennes pour des sociétés qui ont un impact médical et sociétal. Alors, on rentre dans la macroéconomie. Je vais quand même juste demander l'avis de Delphine sur les constats que vous pouvez faire. J'imagine que vous avez peut-être même un regard beaucoup plus macro sur toutes les entreprises qui font partie de votre écosystème. Quels sont les premiers constats que vous pouvez faire depuis le démarrage en fait, de cette catégorie MedTech? Femtech, mais MedTech. Effectivement, le constat, comme le disait Cécile, aux États-Unis, le marché Femtech est vraiment beaucoup plus développé. C'est historique, on a des licornes Femtech, on a des fonds d'investissement qui sont dédiés, comme tu le disais. Pareil, au Royaume-Uni, c'est aussi très développé. En France, c'est un peu plus récent. Mais on a publié, nous, un baromètre avec Wavestone sur, justement, on a fait l'état des lieux des Femtech en France. On a répertorié 115 startups. On voit que c'est en plein essor, mais elles sont encore assez jeunes parce qu'elles ont du mal à se financer, justement. Donc, il y a vraiment un besoin, un enjeu. Après, je rejoins tout ce que vous dites. La Femtech, nous, on fait beaucoup de plaidoyer. C'est vraiment un sujet et un message qu'on porte. C'est un sujet de santé publique. La santé des femmes, ça concerne tout le monde. Une société en bonne santé a besoin que les femmes soient en bonne santé. Donc, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Alors une autre question avant de débattre sur l'importance d'être dans cette catégorie Femtech ou pas. Ce qui peut aussi nous intriguer, c'est de savoir comment est-ce que vous arrivez à la fois à avoir un discours très business, très finance, pour essayer
de faire comprendre aux investisseurs qu'il y a du potentiel chez vous et que ils ne sont pas en train de faire du bénévolat. Il y a quand même un business model qui est rentable sur le long terme. Donc il y a quand même cette casquette très business que vous devez avoir face à vos interlocuteurs, mais aussi essayer de susciter l'intérêt, l'empathie vers ce qu'ils ont besoin de savoir pour essayer de comprendre votre business model et surtout à quoi vous venez répondre comme problème dans la société. Comment réussir à avoir ce double discours? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on vous entend? Comment c'est accueilli, Audrey? Alors, je pense que je suis un peu moins bien placée que Cécile parce que je vais lancer ma levée de fonds, c'est pas encore fait. Okay. Et pour les échanges que j'ai eus déjà avec les business angels ou des fonds, je pense que ça en fait la spécificité de notre entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, je rejoins tout ce qui a été dit sur les positionnements et le fait que c'est des sujets de santé publique et de société. On a besoin de le catégoriser femmes parce que c'est des pathologies ou des sujets qui touchent les femmes. Mais au final, de ce que je retiens des échanges que j'ai eus, donc ça ne concerne que mon cas, et les personnes en face ont quelqu'un dans leur entourage qui a été touché. D'accord. Donc soit par une opération, comme je disais, pour le cancer, ou un problème féminin, ou une césarienne. Donc forcément, l'accueil à la fois de pourquoi j'entreprends, pourquoi les produits ont été créés, le business économique, etc., ça se comprend assez facilement. Après, sur la scalabilité, je pense que finalement, c'est probablement pas les investisseurs qui sont les plus durs à convaincre. On a un problème de financement parce qu'on a besoin d'avoir des fonds. Mais au final, c'est peut-être plus de comprendre qu'on a le droit d'avoir un business rentable quand on fait de la santé. Voilà, c'est ça qui est particulier. Et ça, les investisseurs, ils le savent parce qu'eux, ils veulent investir, avoir un retour sur investissement, c'est leur intérêt. Mais en revanche, je pense que sur un certain écosystème, c'est un peu plus difficile à faire comprendre. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'est un entrepreneuriat presque comme les autres, c'est qu'on switch en permanence entre ces casquettes. Ouais. Parce qu'on parle à des investisseurs très tableau Excel, business plan, mais on parle avec les hôpitaux, avec les soignants, ouais, avec les clientes. Et donc, c'est là qu'on switch entre les deux casquettes en permanence. En revanche, sur les investisseurs, je pense qu'ils peuvent comprendre le problème, sauf s'ils ne sont pas touchés par le sujet. Et ça, c'est une situation que je n'ai pas encore rencontrée. J'espère que je ne rencontrerai pas. Tant mieux. Mais je pense que ce n'est pas ceux qui doivent investir dans nos sociétés, enfin dans nos boîtes en fait. Tout à fait. Et c'est aller trouver, comme dit Cécile, des fonds spécifiques, des entrepreneurs spécifiques qui ont envie d'investir dans nos boîtes. Et c'est peut-être ça qui nous manque. Ben voilà, vous vous êtes rencontrés aujourd'hui, peut-être pas pour rien. Aujourd'hui, Alexandra, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette double casquette à avoir entre la finance, le marketing et le produit, et le fait que vous êtes quand même aussi une société à mission quelque part pour, non pas que les femmes, mais pour notre société, on l'a bien compris. Merci pour ça. Alors, je trouve que la question est très pertinente parce que je dis souvent, et je ne suis pas la seule, que être fondateur, c'est souvent être un peu schizophrène professionnellement, ouais, parce qu'en fonction de la personne à qui on parle, il faut quand même qu'on sache faire vibrer de manière différente. Pour répondre à la question, déjà, je pense qu'on pourrait y répondre de manière différente en fonction du modèle économique. Est-ce que finalement, on va avoir des patients en B2C, à des cliniques en B2B, mais pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai maintenant fait 2 levées de fonds, donc Précis et Seed. Et en tout cas, dans mon expérience, ce qui compte à des stades aussi précoces, ça a été de vendre la vision. Donc bien sûr, c'est un peu de se dire, si on prend l'exemple de la FIV, c'est inéluctable dans le sens où, je ne vais pas tomber dans les discours dramatiques, mais il y en a qui disent qu'en 2050, presque tout le monde devra le faire. J'espère pas. Mais je veux dire, quand ils savent que de toute manière, le business va faire partie intégrale de notre futur, et il y a un peu plus de flexibilité sur, prends quelques années pour débrouiller, pour trouver une sorte de viabilité économique. Et l'autre chose, c'est aussi, il faut aussi pouvoir, entre guillemets, faire comprendre, que ce soit aux investisseurs, mais à des clients, que c'est des choses qui sont pas faciles. Dans notre cas, on a dû faire beaucoup de recherches, on doit encore faire de la recherche. Donc je pense que c'est aussi important de calibrer les attentes pour pas dire trop facile, dans un an c'est bon. Oui. Donc je pense que c'est un peu toujours trouver ce milieu, cet équilibre qui est de dire ce qu'on fait c'est super important, vous le savez tous, maintenant vous nous donnez un peu de la marge, de l'argent et de la marge pour qu'on trouve ça ensemble. Et bon, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. Oui, c'est là qu'il y a la sauce secrète. Ah d'accord, on a envie de savoir quand même un petit peu. Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vivez cette double casquette également entre le discours business et le discours à mission? Oui, mais il y a un côté très schizophrène. Je pense qu'il faut savoir effectivement ce pourquoi nous on vibre.
Moi, en tant que fondatrice, je vibre pour la mission de mon entreprise. Je sais que trouver un modèle économique pérenne, rentable, c'est le moyen pour aller finalement réaliser la mission. Donc, ce n'est qu'un moyen, en tout cas à mon sens. Mais effectivement, il faut le trouver. Et donc, moi, j'ai perdu ma naïveté assez vite, au bout de 6 mois. Je me suis rendu compte que les médecins, ce qu'ils voulaient, quelque part, eux, c'était les dieux de la clinique. Donc, moi, pauvre administrative, je n'allais pas leur apporter finalement beaucoup de valeur clinique. Que eux allaient rester les sachants. Et donc, il fallait que je trouve une manière de dire, ouais, j'ai quand même t'apporter un safety net, donc un filet de sécurité sur la clinique, parce que toi, tu es certes le patron de ton hôpital. Toi, tu sais, mais tu as plein de gens à former. C'est compliqué quand même de disséminer la connaissance. Donc, on va aller former les autres, pas toi, mais les autres. Donc, il y a un discours à avoir, effectivement. La gestion de l'ego. La gestion de l'ego, mais c'est OK, on a tous de l'ego, mais il faut juste l'accepter. Après, le deuxième sujet, c'est OK, donc une fois qu'on a compris que les médecins ou les cliniques ou les hôpitaux, ils ont besoin en fait de productivité, comme les investisseurs, eh bien, quelque part, on va pitcher ça et on va aussi on va tweaker un peu le produit de sorte qu'il génère des gains de productivité. Et moi, je suis tout à fait à l'aise avec cette schizophrénie parce que je trouve que ça fait partie du jeu. On a tous besoin d'aller plus vite dans nos jobs, on a tous besoin d'être mieux équipés, mieux outillés. Donc moi, ça me fait plaisir de dire, OK, on va faire un outil qui va sauver des vies, oui, mais aussi qui va simplifier le quotidien des médecins en limitant des tâches administratives qui ne sont pas intéressantes. Et nous, en apportant la technologie, on sait faire ça. Donc, je trouve qu'il faut jouer le jeu. Et oui, il faut trouver des modèles économiques. C'est la rançon du succès. Ou alors, on fait des associations. Mais c'est OK, en fait. Il faut accepter le jeu, je pense. Delphine, justement, vous êtes plutôt du côté, dans ce mouvement, de celles qui conseillent. Et quel conseil, alors déjà autour de la table, mais surtout à toutes celles qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont en direct avec nous. Quels conseils vous pouvez donner à toutes celles qui veulent se lancer dans la Femtech, qui ont des produits, qui ont des solutions à vendre? Comment réussir à avoir cette schizophrénie et ne pas en avoir peur, justement? Quels sont les 2-3 conseils qu'on pourrait donner en quelques minutes? Alors, mon conseil, ce serait de effectivement pas avoir peur de se lancer et de vraiment créer un business. Nous, on est une association, on fédère donc toutes les startups, l'écosystème autour. Mais en fait, la Femtech, comme je disais, c'est vraiment un marché. En 2021, il valait 50 milliards de dollars niveau mondial. On l'estime à plus de 100 milliards en 2030. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux à créer. Donc ça, c'est le premier point. Quel conseil je donnerais? Allez-y. On a besoin d'innovation en santé des femmes. Les femmes sont les grandes oubliées de la santé. Donc il faut y aller. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. Il y a vraiment des gros besoins. Et si vous y allez sur des sujets qui sont peu abordés. Je pense à la ménopause, je pense à leur santé mentale, je pense aux cancers, qui ne sont pas des cancers gynéco par exemple. On a besoin de plus d'innovation dans ce secteur-là. La santé mentale? Santé mentale. Il manque encore de l'innovation en santé mentale? Oui, postpartum notamment, mais pas que. Ouais. On sait que les femmes, il y a une prévalence de la dépression chez les femmes par exemple. Donc santé mentale hyper important, ouais. Alors, on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais revenir sur des cas très concrets, très précis, parce que je pense que ce qui est intéressant chez vous aussi, c'est votre retour d'expérience, et surtout de savoir, parce que vous êtes toutes magnifiques et rayonnantes, mais je pense que ça ne doit pas être tout le temps facile en tant qu'entrepreneur, surtout que vous devez faire face à des défis. On va parler des défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, très clairement, sur votre quotidien, quand vous allez voir vos clients, quand vous allez voir tous les acheteurs, les décideurs. J'ai l'impression que Alexandra a peut-être envie d'abord de prendre la parole cette fois-ci. Non, mais allons-y Alexandra, on va changer. Justement, quels sont les grands défis auxquels vous vous trouvez confrontés dans votre quotidien et que vous pouvez bien sûr nous partager? Oui, bien sûr, parce que sinon, on pourrait rester là longtemps. Pour en nommer un, je pense que, et ça rejoint peut-être un peu ce dont parlait Cécile, qui est que je pense que finalement, on se retrouve tous souvent dans cette situation qui est que même si on a envie d'améliorer les résultats cliniques, finalement, les retours sur investissement, on va dire, les plus immédiats, c'est sur du gain de temps, la productivité. Donc actuellement, on va dire que ce sur quoi on passe le plus clair de notre temps, c'est comment démontrer la valeur ajoutée au centre, que ce soit les docteurs, que ce soit indirectement les patients. Et c'est beaucoup plus dur que je pense dans beaucoup d'autres milieux où, comment dire, on ne doit pas... Enfin, souvent, ça va ressembler à des essais cliniques, enfin, pas forcément les plus compliqués, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal d'inertie parce qu'il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit. On est dans un milieu médical, il y a des patients au bout de tout ça. Et donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'efforts à mettre pour vraiment mettre le doigt sur quelle est la valeur ajoutée qui les fait vibrer.
Parce qu'il y en a plein, et heureusement. Mais finalement, celle qui va vraiment faire dire au client « Ah mais ouais, mais bien sûr !» C'est évident. elle est pas. Et en plus, ça c'est l'autre chose. Ça peut changer d'un pays à l'autre. Parce qu'on est en France, mais on est très concentré sur le marché espagnol, on veut sur les États-Unis. Et là aussi, il y a des différences de discours culturels, il y a des choses qui virent plus. Donc pour moi, c'est vraiment, notamment à cette transition où on veut montrer qu'on a le fameux product market fit, c'est OK, quelle est la métrique qu'on suit et qu'on vante, on va dire, pour leur faire croire dès le début qu'il faut utiliser cet outil, et ensuite ça nous laisse la marge pour démontrer le reste au fil du temps. Vous parlez de différents pays. D'ailleurs, c'est vrai que vous devriez avoir un discours très différent, puisque dans certains pays, déjà, l'avortement, il y a tout un concept déjà autour de l'avortement, légal, pas légal. Certains vont peut-être vous dire, mais si ce n'est pas naturel, il faut arrêter. Enfin, vous êtes confrontés à ce genre de... Bien oui, sûr, ça, je vais m'empêcher d'en parler plus, mais rien qu'en France. Non, mais c'est ce qui rend aussi le sujet de in vitro incroyable. Il y a toute cette dimension sociétale et éthique. En France, il y a le comité bioéthique qui se retrouve souvent pour parler de tout ça. Donc, ça le rend difficile. Mais c'est aussi ce qui nous fait halluciner. Dans la boîte, on anime souvent ces discussions éthiques qui nous font réaliser qu'en fait, il y a plein de choses qui sont très subjectives d'un pays à l'autre, d'une personne à l'autre. Et donc, c'est difficile, mais c'est aussi ça qui nous fait réaliser qu'on est en train de faire bouger les choses. On est vraiment là où les changements de la société sont en train de... Complètement. Ah ouais, ça, complètement. Et c'est un génial. sujet 2050 aussi. Vous parlez de 2050, on est en plein dedans. La science-fiction. Oui, effectivement. Audrey, justement, un défi, quelque chose un peu particulier que vous voulez nous partager aujourd'hui? En fait, moi, sur la problématique de Wounded Women, c'est assez spécifique. C'est qu'on a un néant total sur le postpartum, notamment en césarienne. Comme disait Delphine, en postpartum, les risques de dépression sont majorés. Dans le cas de la césarienne, ils sont majorés de 15%. Donc sur les taux déjà existants. Donc en fait, moi, avec Wounded Women, j'ai plein de challenges, j'ai plein de choses compliquées. Mais je dirais que la première, et ça rejoint le premier point, c'est qu'en fait, c'est ça aussi qui en fait la spécificité de notre engagement, c'est de faire connaître les mots des femmes, et que c'est des mots de santé publique, et que chacun doit les connaître. Pourquoi ? Pour que les femmes sachent que les produits existent, qu'on leur recommande, que peut-être, dans mon cas, plus de boutiques revendent nos produits, que plus de professionnels les recommandent. Mais pour ça, il faut aussi qu'on ait un écosystème qu'entendent ces mots féminins. Et ça vaut pour nos business ici, mais ça vaut, je pense, à plein d'autres business d'autres entrepreneurs dans la Femtech. C'est d'aller remettre au centre de la société des problèmes féminins qui sont tus, les femmes prennent sur elles, sauf que ça a des dégâts de santé physique et psychologique qui sont dramatiques. Le suicide reste la deuxième cause de mortalité des femmes dans la première année de vie de l'enfant. C'est un problème et un enjeu de santé publique. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on le résout avec des culottes, c'est pas vrai, mais on a quand même besoin de soulager les femmes physiquement. On a tout un travail sur le parcours de soins avec nos soignants, justement pour que les femmes entrent dans des parcours de soins intégratifs. Mais tout ça, on peut le créer parce qu'on a des soignants qui nous rejoignent, board médical de 15 pros, et puis on a 300 pros de santé dans notre réseau, mais on a besoin que la société soit derrière. Et donc, je pense que, en tout cas, dans le cas de Wounded Women, mais ce n'est pas que le cas dans Wounded Women, mais de ces sujets qu'on va dire de niche, qui ne sont pas de niche. Si vous avez cette perception qu'ils sont de niche, c'est que vous ne percevez pas le nombre de femmes qui sont concernées. J'ai juste terminé un exemple comme ça. À chaque fois que je vais dans un événement, y compris qui n'est pas de la santé des femmes, il y a des femmes qui ont eu des césariennes, il y a des femmes qui ont eu des cancers, il y a des femmes qui sont opérées et qui me disent « Ah bon ? Ah, mais génial !» Et en fait, c'est pas une minorité. Et ça vaut pour, malheureusement, beaucoup de sujets de la santé des femmes. Donc je pense que l'enjeu, c'est ça. C'est de la visibilité, bien sûr, pour que nos boîtes puissent vendre et puissent aider des femmes, mais c'est surtout pour que ça soit des sujets de société, pas de femmes et de société. Oui, en fait le grand défi, c'est surtout arrêter de penser qu'il s'agit d'un marché de niche, finalement, et qu'il s'agit de très très peu de personnes, très peu concernées, et que vous êtes là juste pour une petite poignée de femmes. On parlait de l'international. Oui. Les césariennes, c'est 30 millions de césariennes par an dans le monde. Donc, et c'est en augmentation, pour un tas de raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer ici, qui ne sont pas que louables. Donc, et encore une fois, ce n'est pas que les césariennes Wounded Women, mais c'est pour donner des chiffres. Voilà. 30 millions. 30 millions dans le monde, par an. Impressionnant. Cécile, justement, vous aussi, on aimerait savoir quels sont les grands défis auxquels vous faites face dans votre quotidien. Sur quoi on vient vous chercher, en fait, pour vous dire, oui, mais
Ça, c'est peut-être un marché de niche. Marché de niche, moi je suis à 140 millions de naissances Ça par va, an, donc ça va. pour l'instant on se porte plutôt bien. Non, oui, je comprends pas cette idée de niche, il n'y a pas de niche. Encore une fois, la moitié de l'humanité, on continue à faire des enfants, dans certaines régions du monde encore beaucoup plus que dans nos pays développés. Donc voilà, donc pour moi c'est pas la bonne question. Et moi mon vrai sujet au quotidien en tant qu'entrepreneur et que manager de mon entreprise, c'est attirer les bons talents et réussir à déployer commercialement. Enfin, moi c'est ça mon problème du moment, mon challenge du quotidien. Donc, pour moi, la complexité, c'est d'avoir une société... Nous, on bâtit un logiciel, j'ai pas expliqué, mais donc on est un logiciel métier qui se branche au dossier médical et qui se connecte avec n'importe quelle machine d'échographie pour récupérer en temps réel les images d'écho, analyser l'image et renvoyer une alerte ou pas s'il y a un problème et créer de manière automatique le compte-rendu. Donc nous, on apporte aux médecins au quotidien, encore une fois, un bénéfice de documentation médicale et de encore une fois, de filet de sécurité. Mais donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on est une société dispositif médical. Donc, il faut développer les algorithmes, il faut ensuite les valider cliniquement, il faut obtenir l'agrément réglementaire, donc dans différentes régions du monde, et il faut derrière mettre tout ça dans un produit qui va être user-friendly, donc ergonomique, adapté à l'utilisation du praticien. Et il faut réussir à avoir un discours commercial qui marche pour positionner le logiciel, puis après faire du service après-vente. Voilà. Cécile, donc vous recrutez aujourd'hui? Moi, je recrute, je recrute beaucoup. On va en parler. Voilà, quand même. mais en gros, pour moi, c'est ça qui est compliqué, c'est de faire mâcher cette machine qui, effectivement, par contre, a une caractéristique, je trouve, c'est qu'elle doit être international. En tout cas, nous, dans notre business, on ne peut pas exister sur la France. Donc, on doit être depuis le début international. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir des gens qui viennent de différents pays, de manager des projets à des heures du jour et de la nuit parce qu'on doit travailler en multigéographie et avec des talents extrêmement différents. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est très, très intéressant. Alors Delphine, moi j'ai 2 questions pour vous. C'est vous, déjà en tant que mouvement Femtech, quels sont les défis auxquels vous rencontrez au quotidien et quels sont les défis de celles que vous accompagnez? Ça va reprendre un peu ce que tout le monde a dit pour les défis des startups qu'on accompagne. Il y a réussir à se financer, on revient sur ce sujet-là. Il y a la question des données, tu en parlais Audrey, mais il y a très peu de données sur la santé des femmes aujourd'hui. Les femmes ont été exclues des essais cliniques pendant longtemps. Du coup, on a un gros sujet à ce niveau-là. Et nous, les défis que nous, on rencontre en tant qu'association Femtech France, il y a aussi cette partie modèle économique, mine de rien. Trouver le modèle économique de l'association pour que tout ce qu'on fait soit pérenne et s'inscrive dans la durée. Et après, il y a la partie lobby. Je ne sais pas si c'est un défi, mais en tout cas, c'en est un qu'on s'est lancé, d'aller éduquer ou sensibiliser un peu nos institutions sur ces sujets d'innovation en santé des femmes. Nous, vraiment, notre objectif, c'est que ce terme Femtech disparaisse. Il a été créé à un moment, en 2016, parce qu'il y avait besoin de mettre en exergue ce manque d'innovation en santé des femmes. Mais ce qu'on adorerait, c'est qu'à terme, la santé des femmes soit aussi bien traitée que celle des hommes et des enfants et qu'on n'ait plus besoin d'avoir un terme spécifique. Vous avez anticipé ma prochaine question, c'était justement... Non, très bien, au contraire, justement, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus ce terme. Exactement. Qu'on n'ait plus besoin de faire une distinction, que quand on parle de santé, celle des femmes soit aussi bien traitée que celle des hommes. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on aimerait savoir si, jusqu'à présent, ça vous a peut-être aidé ou desservi. C'était le débat qu'on voulait peut-être donner dès le départ. Audrey, pour vous, ça vous dessert ou c'est une opportunité que de faire partie de cette catégorie? Quelle est votre vision par rapport à ça? Alors très clairement, pour moi c'est formidable. Enfin, je veux dire, on a déjà parlé du fait que c'est un sujet de société, mais à un moment donné, attention, c'est polémique. C'est comme la discrimination positive. On aime. Si on veut changer les choses, on est obligé à un moment donné de se fédérer, on est obligé à un moment donné d'initier des dynamiques, et c'est ce que fait Femtech France. Et voilà, moi je suis hyper heureuse d'être dans cette association. On rencontre aussi d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes challenges que nous. Merci pour le plateau parce qu'on échange, mais je veux dire, c'est grâce à Femtech France qu'on peut nous aussi en tant qu'entrepreneurs vivre ces échanges-là qui sont extrêmement riches. Et puis tout simplement pour pouvoir parler de santé des femmes, c'est qu'à un moment donné, on a besoin que ça soit sous un drapeau. Bientôt, j'espère, on n'aura plus besoin de ce drapeau. Mais aujourd'hui, pour la thématique qui est celle de Wounded Women, c'est extrêmement utile. Et quand je vais lancer des fonds, dire que c'est de la Femtech, ça veut dire la tech au service de la santé des femmes, mine de rien, ça met une étiquette, ça permet de mieux comprendre et ça aide. Et on en parlait dès le départ, en fait, c'est comme EdTech, MedTech, totalement. HRTech que je connais bien. En fait, c'est pas grave. Moi, je vais vous donner mon avis, je me permets de donner un avis personnel. Je trouve que c'est pas grave parce que c'est une rampe de lancement. Et quoi de mieux pour être déjà identifié dans cette catégorie, pour comprendre ce que vous faites de façon très rapide, je pense. Exactement.
Je me permets, mais en tout cas, c'est ce que Oui, moi, absolument. c'est ma vision. De votre côté, Alexandra, alors on sait, ça y est, je vous donne la parole, mais on sait. Je vais rester concise. Non, mais c'est indéniable que ça a servi dans le sens où c'est une excuse. Enfin, ça nous donne de la visibilité. Oui. Alors, moi, quand je dis que ça me préoccupe, c'est plus sur les impacts, on va dire, à long terme. Parce que si je réexplique un peu comme Cécile, parce que je crois que je n'ai pas expliqué, on est aussi un logiciel métier. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un logiciel qui permet d'évaluer les embryons qui se développent dans le laboratoire pour aider les embryologistes, qui sont les experts de la FIV, à mieux les évaluer, à mieux savoir celui qu'il faudrait transférer d'abord. Et comme Cécile, pareil, on brode autour pour les aider sur pas mal d'autres choses. Donc le fait est que, bien sûr que la FIV est plus invasive pour les femmes. Il n'y a vraiment aucun discours là-dessus, c'est pas ça. Mais le message qui pour moi est important à ne pas normaliser, c'est bien sûr que c'est plus important pour les femmes de parler d'enfants. Et c'est un sujet très perso, peut-être que c'est le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne devrait pas l'être. Et il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'infertilité. En plus, de nos jours, il n'y a pas que des couples avec des femmes. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a servi la boîte. Et je pense que comme je rejoins vraiment l'idée que c'est bon à prendre, il faudrait juste qu'à un moment on sache gentiment dire ok, bon bah là on arrête, on est de la medtech, parce que finalement je crois que les challenges qu'on a sont plus associés, comme tu le disais, à la medtech que la femtech. Et surtout la dernière chose que je dirais qui nous a desservi, c'est que, heureusement que vous l'avez défini au début, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est la femtech. Donc des fois je me retrouve dans des conversations, je me dis oula, donc voilà, mais vraiment c'est pas un problème. Je vous rassure, HR Tech et EdTech, parfois il faut quand même beaucoup expliquer également. Avant de vous demander de faire un pitch d'1 minute sur ce que vous faites, parce que oui, je vais terminer comme ça. Je voulais savoir de votre côté, Cécile, pareil, vous pensez qu'il faut arrêter avec ce terme femtech, ou au contraire, c'est plutôt une opportunité pour se lancer ? Non, je pense que c'est bien, encore une fois. Je pense qu'il faut un coup de projecteur parce qu'on en a besoin. Je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui se motivent sur ce sujet. On n'est que des femmes autour de la table aujourd'hui, et je pense qu'à un moment donné, ce sera bien qu'il y ait des hommes qui s'emparent de ce sujet-là. L'année prochaine. Il y en a, mais pas assez, mais il y en a. Pas assez, un petit pourcentage. Donc après, c'est intéressant. Ça nous donne aussi une capacité à discourir un peu différemment. Moi, je suis très heureuse, je ne sais pas, on en avait parlé, mais d'avoir des femmes à mon board aussi. Donc j'ai finalement des investisseurs. J'ai un board qui est, je crois, à 83% féminin. Donc mais c'est un hasard, je ne les ai pas choisis comme ça, ils ne m'ont sûrement pas choisi comme ça, mais je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on comprend aussi peut-être mieux, ou en tout cas, les connexions sont mieux. Mais bien sûr, c'est un sujet qui doit, à un moment donné, un peu disparaître. Pour entrer dans l'écosystème medtech de façon plus globale. On est fondamentalement des medtech ou des boîtes B2C ou des boîtes B2B. Enfin, voilà, on a nos modèles économiques, c'est ça qui drive le truc. Et puis c'est tout. Cécile, je reste avec vous justement. Vous avez 1 minute pour pitcher ce que vous faites. Alors, Stonio, c'est le logiciel qui permet d'accompagner les praticiens qui font de l'échographie de suivi de grossesse. Parfait. Donc, toute femme qui tombe enceinte doit passer par des examens pour déceler si le bébé grandit correctement. Malheureusement, il y a 50% des anomalies qui ne sont pas identifiées pendant ces échographies. Et l'objectif, c'est d'accompagner le praticien pour qu'il fasse des examens complets, qu'il n'oublie aucune image, qu'il sache les interpréter correctement, et qu'il sache ensuite poser un diagnostic ultimement pour rassurer la femme enceinte ou au contraire intervenir. Et évidemment, notre enjeu, c'est de simplifier la vie de l'échographiste, donc du praticien, qui doit voir 10, 20, 30 personnes par jour et qui doit du coup faire un examen clinique complet et ne pas être assailli de tâches administratives lourdes. Donc, je suis on sûre apporte que ça intéresse des gens dans le public en plus, ce que vous dites, c'est très bien. Est-ce que je peux Oui, intervenir Audrey, c'est à vous. Je vais juste intervenir sur ce qu'elle disait. Rapidement. Très très vite. Rapidement. Juste pour dire que ce qu'elle fait et sa boîte, c'est essentiel et ça a un impact sur la santé mentale des femmes et des couples. Parce que j'ai été concernée par ce sujet. J'ai eu la chance d'avoir un échographe de pointe qui n'a pas eu besoin à ce moment-là d'aide, mais parce que c'est sa spécialité et c'était un hasard. Envoyer des couples et des femmes dans des process d'IMG, d'interruption médicale de grossesse, c'est terrible. Donc ce qu'elle fait est plus que de santé publique, toi aussi bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que moi je l'ai vécu, je peux vraiment vous dire qu'il n'y a pas que les médecins qui ont besoin de son produit. Voilà. Audrey, en 10 secondes. Alors 10 secondes, j'y vais. Wounded Women donc, innove pour améliorer la convalescence et la récupération des femmes en post-opératoire avec une lingerie innovante dédiée adaptée qui n'a jamais existé avant, qui est la première.
un qui s'appelle Wounded Women Underwear, Wounded Women Care pour accompagner les femmes et les professionnels dans un parcours de soins intégratifs, c'est notamment des formations, et Wounded Women Podcast pour partager les témoignages de vie et aussi les professionnels qui parlent de leur thématique et comment ils aident les femmes au quotidien. Voilà. Merci Audrey. Alexandra, en quelques secondes, en 5 secondes exact. Peut-être 2 mots. Alors, In Vitro, c'est un logiciel qui en gros cherche à rendre la FIV plus efficace parce qu'on part du constat que de plus en plus de gens souffrent d'infertilité et les experts de la FIV se retrouvent mais croulent sous un travail incroyable qui est très réglementé, qui devient de plus en plus difficile. Donc il n'y a pas assez de centres de FIV, enfin il n'y en aura bientôt pas assez. Et donc l'idée c'est comment est-ce qu'on les aide à être plus productifs, à être plus sereins, comment est-ce qu'on devient la seconde paire d'yeux, on va dire, pour les embryologistes sur tout ce qui touche à l'embryon parce qu'au cœur de la FIV c'est de la culture embryonnaire et c'est quelque chose de magnifique fascinant, mais très difficile. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je vais la donner justement à Delphine par rapport au mouvement Femtech, si vous pouvez nous dire à la fois ce que vous faites, qui vous recherchez. 2 secondes. Bien sûr, donc Femtech France, c'est une association qui accélère toutes les innovations en santé des femmes en France. On est un collectif, on a déjà plus de 65 startups qui nous ont rejoints. On fédère aussi tout l'écosystème autour de ces startups, les investisseurs, les industriels, les professionnels de santé. On vient de signer un partenariat avec l'AP-HP, donc le plus gros hôpital européen, pour créer des ponts entre nos startups et leurs soignants. Et on fait tout ce travail de plaidoyer dont je parlais pour sensibiliser sur les sujets de santé des femmes. Et qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche des partenaires financiers sur le long terme pour nous accompagner et avec nous améliorer la santé des femmes. Vous avez été formidables, mesdames. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je vais accueillir Rebecca Amselem. Oui, on peut les applaudir puisque on est toujours en direct de ce fabuleux événement à l'Accor Arena Big. J'accueille tout de suite donc Rebecca Amselem qui est fondatrice de la newsletter Les Glorieuses et qui m'accompagne et qui me rejoint. Bonjour Rebecca. Bonjour, comment ça va ? Ça va très très bien, merci. On a eu un échange passionnant autour de l'innovation dans la Femtech et que de femmes entrepreneurs qui redoublent d'efforts et de singularité, j'ai envie de dire, pour apporter une pierre à l'édifice dans cet écosystème de la MedTech qui finalement est Femtech. Alors, pour vous, Rebecca, est-ce que vous avez déjà, j'imagine que vous avez entendu les échanges, quels sont justement les enjeux au niveau de cet écosystème selon vous ? Déjà, dans un premier temps, je suis ravie que dans un événement business comme celui-ci, on parle de césarienne, on parle de règles, on parle de dépression, de santé mentale. Et je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas l'année dernière, qui n'existait pas l'année d'avant. Et en fait, je trouve que ça avance très vite et dans le bon sens. Donc je trouve ça vraiment formidable. C'est très bien de le souligner. C'est vraiment très bien de le souligner parce que c'est vrai que c'est une première et puis les choses avancent, elles bougent et en tout cas vous faites partie de cet écosystème, de ce mouvement. Alors peut-être juste avant, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont en fait les objectifs de cette newsletter Les Glorieuses, comment vous en êtes arrivés là et pourquoi vous faites ça ? Oui, carrément. Alors, la newsletter des Glorieuses, c'est une newsletter que j'ai créée il y a 8 ans, donc il y a pas mal de temps. Parce qu'à l'époque, je trouvais que dans les groupes de médias, on ne parlait pas forcément de femmes ou de féminisme d'une manière qui fonctionnait avec ce à quoi je réfléchissais à cette époque-là. Je trouvais que c'était soit trop revendicateur, soit un peu trop girly. Et il n'y avait pas de entre-deux. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette newsletter, non pas pour dire aux femmes et aux hommes qui la lisent quoi penser, surtout pas, mais finalement plutôt pour leur dire qu'à un moment, j'ai eu ce questionnement-là et telle lecture ou alors telle expérience m'a permis d'en arriver à un point de vue précis, mais sans jamais être dans une logique de vous devez penser ci ou devez penser ça. Alors ça peut rester peut-être encore un tout petit peu flou pour celles qui ne connaissent pas votre newsletter. Alors on a compris que vous n'êtes pas donneuse de leçons, ça c'est très bien, mais que vous êtes dans l'information, dans la vulgarisation pour que tout le monde finalement s'y retrouve et s'accapare de ce sujet. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples peut-être de contenu que vous pouvez partager dans Les Glorieuses ? Oui, absolument. Alors dans la newsletter des Glorieuses, ça va être plutôt quelque chose d'assez artistique. Par exemple, cette semaine, j'ai interviewé la metteuse en scène Pauline Bale qui vient de faire un spectacle absolument formidable au Théâtre Public de Montreuil sur l'adaptation des écrits de Virginia Woolf. Dans une autre newsletter qui est produite par ma collègue Mégane Kelman, on va davantage s'intéresser à la question des politiques publiques et de l'impact sur la vie des femmes un peu partout dans le monde. Et dans une autre newsletter qui s'appelle Les Petites Glos, donc toujours à destination des femmes, là, c'est plutôt à destination d'ailleurs des jeunes femmes. On va s'attaquer à la question de la santé mentale, qui pour nous est essentielle, notamment depuis la fin de la crise du Covid. Mais pour en revenir au plateau qu'on a vu précédemment, la question de la santé des femmes, pour moi, m'importe énormément.
évidemment pour des raisons personnelles. Je pense que ça touche à peu près toutes les femmes à un moment de leur vie. Mais finalement, c'est pas de cette manière-là que moi je suis arrivée à la question de la santé des femmes. C'était vraiment grâce à 2 livres que j'ai adorés, que je conseille vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à un moment donné à ce sujet-là, qui est un livre de Caroline Criado-Pérez qui s'appelle Femmes invisibles, sur comment est-ce que les datas qui existent aujourd'hui sont biaisés parce qu'ils ont été créés par et pour des hommes finalement. Et c'est vraiment grâce à ce livre que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet sur la question de la santé des femmes et qu'aujourd'hui, le fait qu'on vive dans une société patriarcale a des conséquences très malheureuses sur la santé des femmes. Des femmes aujourd'hui meurent parce que ce sont des femmes ou des femmes aujourd'hui ne vivent pas bien parce que ce sont des femmes. Et c'est cette question-là aujourd'hui qui m'intéresse énormément. On parle aussi souvent lorsqu'on a une crise cardiaque, parfois les femmes sont les dernières à être diagnostiquées de cette crise cardiaque dès qu'elles appellent les urgences. On n'imagine pas ça tout de suite, alors que pour les hommes, on l'imagine tout de suite. Il y a eu des chiffres impressionnants d'ailleurs par rapport à ça, où on stigmatise un petit peu, tiens, ça c'est un problème de santé lié aux hommes, lié aux femmes, et souvent, eh bien, on peut en mourir. Enfin, c'est assez incroyable en 2023 de voir encore ce type de statistiques. Exactement. En fait, les conséquences de cette société sur la santé des femmes sont multiples. La première conséquence, c'est que les maladies qui sont essentiellement partagées par des femmes ne font pas l'objet d'investissements nécessaires ou en tout cas suffisants pour faire en sorte que ces problèmes soient réellement endigués sur le long terme. Dans un deuxième temps, on a un vrai sujet sur les essais cliniques. Delphine en a parlé tout à l'heure. Jusqu'à très récemment, les femmes n'étaient pas incluses dans les essais cliniques. Et la raison est quand même assez absurde. C'est parce que les variations hormonales des femmes auraient tendance à fausser les résultats des essais. Et donc on n'en fait rien. Et donc non, c'est non trop seulement compliqué, on va rien faire. Exactement. Et typiquement, vous parliez de maladies cardiaques tout à l'heure. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. C'est 6 fois plus que pour le cancer du sein, par exemple. Vu qu'on est pendant Octobre Rose, je me permets de faire ce lien aujourd'hui. Et pour autant, il n'y a absolument pas d'essai clinique sur l'impact des variations hormonales sur les médicaments qui, aujourd'hui, traitent l'hypertension, l'hypotension ou ce type de choses. Ou par exemple, il y a d'autres études et en fait qui sont publiées chaque jour, comme celle-ci que j'ai lue pas plus tard que ce matin, qui explique que quand une femme prend la pilule et qu'elle prend un antalgique, ça a tendance à multiplier les risques de caillots sanguins et donc de provoquer un... Alors, vous parlez à quelqu'un qui a eu une embolie pulmonaire à cause de ça. Voilà, donc je le dis. C'était pas prévu que j'en parle, mais puisqu'on est là, c'est exactement... j'ai failli ne pas être là ce soir et il y a 10 ans déjà, j'ai eu exactement ce problème que vous venez de citer, un mélange de contraception et d'antalgique et de cigarettes aussi. Il faut le dire que le tabac est pas un bon cocktail par rapport à tout ce que les femmes doivent prendre en termes de contraception. C'est un vrai sujet qui touche une femme sur 10, donc vous merci de l'évoquer, c'était pas prévu, mais c'est important, puisque c'est vrai que ça touche énormément de femmes. Et là où je voulais aussi revenir sur la table ronde qui a été effectuée juste avant, c'était qu'on est quand même sur des problématiques où les femmes, elles sont contentes d'être dans cet écosystème de Femtech, mais elles ont aussi envie d'être considérées plus MedTech, parce que ça doit concerner tout le monde, alors que ce soit par rapport à la prise en charge, d'anticipation sur les problèmes cardiovasculaires, comme on vient d'évoquer, mais aussi sur la natalité, la naissance, le postpartum. Comment, avec des médias comme le vôtre, on peut réussir, et avec un média aujourd'hui comme Big, qui nous donne cette merveilleuse opportunité de prise de parole, comment on peut essayer de vulgariser davantage et de faire prendre conscience, aussi bien aux hommes qu'aux femmes de tout âge, que c'est le moment de réfléchir ensemble à ces sujets? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs médias qui traitent de ces questions-là de manière extensive et notamment font tout ce travail que vous mentionnez de vulgarisation pour faire en sorte que ce soit un sujet qui soit audible au plus grand nombre. Et je prends un exemple, c'est un exemple qui est assez symbolique, qui est l'histoire. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la santé des femmes ne soit pas considérée de la même manière que la santé des hommes? La raison, elle est assez simple, c'est que au tout départ, les médecins, quand la profession du médecin s'est créée, au départ, c'était un business comme un autre. Et la première action qui a été mise en place, ça a été d'écarter les personnes qui aidaient vraiment les femmes, ce qu'on appelait les guérisseuses. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? En faisant une chasse aux sorcières. Littéralement, ils ont dit que ces guérisseuses étaient des sorcières, qu'elles n'étaient pas des personnes qui avaient vocation à traiter les femmes, mais au contraire à les tuer. On parle de l'Inquisition ou on parle de... Ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc ça a commencé déjà à ce moment-là. Alors qu'on essayait juste de s'entraider pour essayer de se guérir. Et d'ailleurs, on guérissait pas que les femmes, on guérissait tout le monde à l'époque. Exactement. Je dis on parce que je n'étais pas une sorcière, évidemment. Mais nous ne sommes pas
pas. Mais nous sommes là pour guérir. On a quand même ce côté justement de care, d'ailleurs. Hein. On est aussi dans ce sujet de care. Alors, un média comme le vôtre, vous alliez dire justement, vous êtes là justement pour donner toutes ces informations et vulgarisation. Absolument, on est là vraiment pour faire passer le message le plus fort possible. On travaille avec des organisations comme FemTech France par exemple pour faire en sorte que ce sujet ne soit plus considéré uniquement comme un sujet de femmes mais comme un sujet de santé publique. Mais malheureusement en fait on pourra faire tout le job qu'on veut si jamais on ne met pas en place un certain nombre de mesures publiques. Ça revient à la data, hein. On y vient à la data. On vient à la data mais on vient surtout à l'argent. Il faut dans un premier temps, et en fait on est dans un événement de la BPI donc autant parler de la BPI aujourd'hui, il faut créer un budget genré de la BPI. Il faut savoir où va cet argent, à qui va cet argent pour faire en sorte qu'il y ait une plus juste allocation aux entrepreneuses et aux entrepreneurs. Là, vous venez de lancer un appel. Vous venez de lancer un appel, j'ai presque envie de dire, pas d'au secours, mais d'urgence finalement, où il faut genrer la partie budgétisation et finances pour les femmes. Un dernier mot de la fin, il nous reste 30 secondes. On a compris le grand message, mais si vous devez peut-être donner un message à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi, celles qui veulent se lancer justement dans la FemTech? Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été autant le bon moment pour se lancer et pour créer une start-up dans la FemTech. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans la FemTech. Alors, des organisations comme FemTech France s'attachent à faire en sorte qu'il y ait davantage d'argent aujourd'hui. Et c'est aussi un appel finalement au pouvoir public. Si jamais on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'investissement dans la recherche médicale sur les maladies de femmes. Et c'est aussi cet appel que je veux faire aujourd'hui. Qu'il y ait davantage d'argent pour la recherche médicale des maladies partagées par les femmes. Je ne peux que vous remercier pour ce mot de la fin que je partage évidemment. Et merci également à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie de vous lancer dans la FemTech, mais surtout que ça vous aura donné envie d'investir dans la FemTech. Voilà, merci beaucoup.